Déjà, le fait de voler, tout simplement, la troisième dimension, c'est juste génial, cette sensation de puissance qu'on a notamment au décollage, que ce soit dans l'aviation de ligne ou l'aviation sportive, puisque je pratique aussi l'aviation sportive. C'est un challenge de tous les jours, il n'y a pas de routine. Hello hello, bienvenue sur Ma Passion Mon Job. Je suis Célia Leduc et je te partage sur ce podcast une semaine sur deux mes conversations avec des personnes très passionnées par leur job. Parcours, coulisses et conseils, je te donne ici toutes les clés pour te lancer toi aussi dans ta nouvelle aventure professionnelle passionnante. Avant de commencer cet épisode, si tu aimes le podcast et que tu as envie de m'aider à faire connaître Ma Passion Mon Job, tu peux lui laisser un commentaire et une note de 5 étoiles sur Apple Podcasts ou Spotify. Et maintenant, place à cet épisode. On le sait, les métiers exercés dans les airs peuvent faire rêver, mais au fond, de quoi sont vraiment constitués leur quotidien ? Aujourd'hui, je t'invite à mettre le cap avec moi en altitude vers un métier passion fascinant pour bon nombre d'entre nous, celui de pilote d'avion. Pierre est pilote de ligne depuis plusieurs années et il m'a raconté cette vie professionnelle passionnante qu'il rêvait depuis tout petit et qu'il s'est créée. À force d'un parcours acharné, de ses études à ses débuts de pilote, puis son passage en tant que commandant de bord, il m'a tout dit. Pierre m'a aussi donné de précieux conseils pour toutes celles et ceux qui voudraient, et pourquoi pas après tout, se lancer dans la profession de pilote. Car oui, c'est possible de s'y former et même sur le tas. Prêt à embarquer avec nous ? BNC, préparez-vous pour le décollage. Salut Pierre. Salut Célia. Je suis ravie de t'accueillir sur Ma Passion Mon Job, donc bienvenue. Merci de me recevoir. Et surtout à toi, merci de me recevoir du coup dans les locaux de Transavia, parce qu'on y est aujourd'hui. Avec grand plaisir. Alors pour commencer, est-ce que tu pourrais me parler de toi en quelques mots, sans forcément me parler de ton job, mais plutôt de ce que tu aimes dans la vie en général ? On va essayer. Je m'appelle Pierre Zamora, j'ai 40 ans, je vis à Montpellier. Je vis en concubinage, je suis papa d'un petit garçon de 5 ans. Je suis passionné de musique, de cinéma, je suis fan de Coldplay, de Jamiroquai, de Muse aussi, tout ce qui est pop rock anglaise et puis le disco, j'adore. Voilà, je pratique la basse, la guitare basse à titre privé, je suis pas dans un groupe. Passionné de musique alors ? Ouais, passionné de musique, ouais. Et de sport également, j'ai fait beaucoup de danse, de bachata pendant quelques années, parce que c'est un univers qui me plaisait bien. Je suis beaucoup attiré par le sport, je pratique la boxe anglaise, alors même si ça fait maintenant 5 mois que j'en pratique plus parce que j'ai pas le temps. Et donc aujourd'hui, on est là bien sûr pour parler de ton job. Est-ce que tu pourrais me dire ce qui te plaît le plus dans ce job avant qu'après on partir sur ton parcours, mais avant l'idée un petit peu de savoir ce que tu fais, qu'est-ce qui te fait vibrer ? Donc déjà, le fait de voler, tout simplement, la troisième dimension, c'est juste génial, cette sensation de puissance qu'on a notamment au décollage, que ce soit dans l'aviation de ligne ou l'aviation sportive, puisque je pratique aussi l'aviation sportive. C'est un challenge de tous les jours, il n'y a pas de routine. On est toujours dans l'arythmie, alors des fois c'est fatigant. Cette sorte d'adrénaline. Finalement. Oui, voilà, c'est une sorte d'adrénaline. C'est une adrénaline, c'est plutôt une excitation, parce qu'il faut pas. L'adrénaline, je lis ça un petit peu à la peur. Il faut pas avoir peur quand on rentre dans un avion. Sinon, si on a peur, il faut rester au sol. Voilà, donc il faut rester. Ça peut être la panique et là, ça peut être catastrophique. Exactement, voilà. Il faut toujours garder contrôle des situations au maximum qu'on peut. Et puis voilà. Donc ce qui me plaît dans ce job, c'est ça, c'est le fait de travailler dans un avion qui va à 900 km/h, qui monte à 11 000 mètres d'altitude. Pour avoir fait 10 ans de vols transcontinentaux, voir le Groenland, voir des aurores boréales, voir le Nord-Canada, la Sibérie. C'est incroyable. J'ai vécu des moments vraiment magiques. C'est pas un lieu de bureau ordinaire, non. C'est sûr. Non, c'est vrai que c'est un lieu qui est vraiment magique. Et puis il y a toute cette cohésion d'équipage, c'est vraiment un travail collectif. C'est un sport court, c'est pareil. Vous êtes plusieurs pilotes, je crois. Voilà, on est actuellement sur moyen courrier, court et moyen courrier. Je suis commandant de bord sur 737 chez Transavia. On est deux, copilote, un officier pilote et le commandant de bord.
Après, sur des vols long courrier, effectivement, il peut y avoir 2, 3, voire 4 pilotes en fonction de la longueur du vol. Ah bah oui, parce que sur des grosses durées de vol, il faut que vous puissiez aussi vous reposer un petit peu. Exactement. Sur Santiago du Chili, par exemple, il y a 13h30 de vol, on est 4. D'accord, donc toi tu fais tu fais les courts, moyens et aussi des longs. Court et moyen courrier, voilà, sur le réseau de Transavia, okay. qui donc dessert le domestique de plus en plus, ainsi que tout ce qui est Afrique du Nord, tout le bassin méditerranéen, et puis des escales comme en Scandinavie, comme Kittilä, Rovaniemi. Ah oui. Voilà, donc c'est notamment pour la période de Noël, pour les enfants. Donc on les amène, on les amène voir le Père Noël, donc il y a aussi une dimension, une dimension féerique, voilà. Donc c'est toujours un plaisir de faire ce genre de vol. Et il y a aussi donc des vols comme dans l'Atlantique, comme vers Funchal, Madère, qui sont des terrains assez techniques. C'est un réseau qui est très intéressant techniquement, puisqu'on se pose sur des pistes quand même assez courtes, des fois des conditions de vent assez impressionnantes. Je pense à Funchal par exemple. Et ce sont c'est un challenge de tous les jours en fait. Voilà. On parlera après des reconversions, c'est-à-dire des personnes qui étaient... Alors, bien sûr, il faut avoir un intérêt pour les avions, mais je veux dire qui ont peut-être choisi une autre vie pro avant et qui, à un moment donné, se sont reconvertis. Ouais. Mais toi, en tout cas, c'est pas ton cas, puisque toi, depuis tout petit, tu, crois, vibrais en pensant aux avions. Est-ce que tu peux raconter un peu le déclic ? Exactement. Eh ben, c'est mon papa qui m'a donné le déclic, puisqu'il était pilote privé, donc pratiquait l'aviation de loisirs. Il était éducateur spécialisé. Là, maintenant, il est à la retraite. Ok, il faisait ça comme passion, Il faisait ça comme passion, il s'est payé sa formation de pilote privé, donc il m'a emmené voler. Et puis donc en hélico ou en avion de tourisme, un quadriplace, DR400, 180 chevaux. C'est possible de faire ça tout à fait, absolument. Sur son temps libre. Okay. Tout à fait, absolument. On peut se former et prendre déjà un plaisir certain en volant sur ce genre de machine. Si on n'en fait pas son métier. C'est tout à fait possible de pouvoir voler. Ok. Donc, tu avais déjà un petit peu le virus, entre guillemets, tout petit. Très petit. J'ai d'ailleurs une photo de moi où mon papa, je crois que je ne dois pas avoir un an, me place à l'arrière de l'avion. Ouais. Et donc, j'ai très transmis sa passion, en fait. Voilà, exactement. La passion donc des avions militaires, des avions civils. Donc, puis j'ai vu, comme beaucoup de petits garçons, le film Top Gun. Ah bah oui. Qui m'a donc donné envie d'embrasser la carrière militaire. Ok, oui, parce que tu me disais qu'à la base, tu voulais plutôt être pilote de chasse. Voilà. Non, je voulais être pilote de chasse et pilote de ligne. Je voulais faire en fait une reconversion. Tu parlais de reconversion, tu vois. Donc, je voulais opérer ça. Je voulais faire une carrière courte dans l'armée. Ok. Officier Orsa, ce qu'ils appellent ça. Et donc, et opérer au bout de 15 ans de carrière. Une reconversion en tant que pilote de ligne. Donc tu avais prévu finalement ton parcours. J'avais prévu, mais la vie en a décidé autrement, puisque la visite médicale n'est pas passée. Les prérequis médicaux pour entrer dans l'armée sont très 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 rigoureux. La visite est vraiment très très exigeante, et donc j'étais dans l'impossibilité de pouvoir faire pilote militaire. Donc du coup j'ai quand même eu mon aptitude civile, puisque les prérequis civils sont moins, on va dire, moins exigeants. C'est d'ailleurs un des premiers conseils que je pourrais donner à quelqu'un qui voudrait rentrer dans ces carrières-là, de faire une visite dans un CEMPN, Centre d'expertise médicale du personnel navigant. Il y en a 5 en France, 4 ou 5 de mémoire, si je ne dis pas de bêtises. Et donc déjà de savoir si on rassemble ces prérequis. D'accord. Plutôt que de se lancer dans un truc. Parce que ça, c'est clair que là, soit on a les prérequis, on peut, soit sinon on voilà. peut pas. Attention aux idées reçues sur la vue. Moi, quand j'étais petit, j'entendais il faut 15 dixièmes. 15 dixièmes, ça n'existe pas, c'est 12. J'entendais, il y a énormément d'âneries là-dessus, donc le mieux, c'est d'aller faire une visite de classe 1. Alors elle est chère, elle coûte 400 €, je crois, cette visite médicale, mais au moins on est fixé. Oui, voilà, c'est ça, vaut mieux savoir avant de perdre beaucoup. C'est le premier step. Et du coup, alors tu as fait des études de pilote directement ? Alors, il y a plusieurs voies pour au métier de pilote de ligne. Il y en a 3, donc l'armée, celle que j'aurais aimé explorer, mais bon, je n'ai pas pu. Il y a la filière autodidacte, donc c'est-à-dire on a le bac, on va voir une école privée, et donc la formation de pilotage pour devenir pilote de ligne, pour passer ces différentes licences. Il y en a plusieurs, donc il y a l'ATPL théorique, donc tout ce qui est la théorie du pilote de ligne, et ensuite le brevet de pilote professionnel, CPL, le vol aux instruments, la qualif de vol à plusieurs en équipage à 2, donc qu'on appelle la MCC.
plusieurs qualifs à passer comme ça dans ces écoles et ça coûte entre 80 et 100 000 euros. Ah oui, donc Voilà, là il faut le budget. c'est un gros investissement. Ok. Voilà, et donc et la troisième filiale, eh bien c'est l'ENAC, celle que j'ai eu la chance d'intégrer. Ouais, donc c'est un Une concours, école, j'imagine. voilà, c'est un concours, c'est une école d'État, donc elle est gratuite. Ça permet de faire une belle économie. Néanmoins, il faut passer les écrits, et les écrits sont de niveau mathématiques supérieures, maths sup. D'accord, ah oui. Donc j'ai présenté après le bac une école privée pour préparer, j'ai fait maths sup, maths Une pré. prépa en fait, c'est Une ça. prépa, une classe préparatoire aux grandes écoles. Et donc T'as été reçu. j'ai été reçu Bravo. pas la première année, Ouais. parce que c'était compliqué d'avoir le Bien sûr. niveau, mais la deuxième année avec un peu plus de recul sur le programme, le programme mathématique. J'imagine qu'il y a peu de place aussi. Si c'est un On concours. était, il y avait 1356 candidats et on a été 51 reçus. Ah ouais, donc concours extrêmement sélectif. Ah ouais, et qui a duré très longtemps. Il y a les écrits. Après, il y a les tests psychotechniques, psychologiques, psychomoteurs, un oral d'anglais et une sélection en vol. Donc là, Donc, pour la le coup, sélection faut en être vol bon n'existe partout, plus. quoi. Faut être, Je crois. Voilà, il faut surtout pas négliger l'anglais. Un deuxième conseil que je donnerai donc aux futurs postulants, entre guillemets, qui veulent rentrer dans ce milieu, voilà, faut être bon en anglais, faut comprendre l'anglais. Et tout est en anglais finalement, les consignes, les voilà, c'est instructions de le vol. langage international. Donc à partir du moment où on vole en dehors de la France, et c'est le cas, on va dire, 80% du temps, ben on parle en anglais. Et c'est vrai qu'on a tendance à penser au côté technique du métier de pilote, parce que tout de suite on pense, je pense à l'avion, comment ça marche, et ça, mais finalement tu as aussi beaucoup d'autres choses, quoi. Tu as beaucoup de relationnel, de contact, de compréhension de la langue, plein de choses. Exactement. Quoi. Donc il y a effectivement cette aptitude linguistique, mais effectivement tu soulèves un point important et très intéressant qu'on appelle le CRM, Crew Resource Management. Donc dans ce métier, il y a du savoir-faire, mais il y a beaucoup de savoir-être. Savoir-être, ouais. Voilà, ça c'est très important. Il faut des qualités humaines, être capable de travailler en équipage, être capable d'empathie, être capable d'avoir une très bonne capacité d'écoute. Ouais, en fait, t'es pas dans ton coin à piloter ton avion. Non. Je veux dire, t'es avec plusieurs personnes. Non. Tout seul, ça marche pas. Et en plus, voilà, tu t'appuies aussi sur les compétences de chacun. Exactement. Exactement. Okay. J'allais te demander justement les qualités pour, selon toi, un ou une bonne pilote. Alors, un commandant de bord, un OPL. Alors, un OPL, un officier pilote de ligne, est un futur commandant de bord en principe. Donc, doit avoir un petit peu les qualités de leadership déjà arrivées. Je vais plutôt parler de l'OPL parce que c'est le premier step. On passe d'abord par là. Je dirais déjà savoir piloter, avoir les capacités manœuvrières. Parce qu'il faut savoir piloter. Ça, c'est clair. quand les conditions sont un petit peu difficiles. Ouais. Humainement, savoir se remettre en question. Savoir faire preuve d'humilité et d'honnêteté intellectuelle. Connaître ses erreurs, etc. C'est les fondements du CRM. Oui, parce que finalement, c'est rare, j'imagine, un pilote qui va faire aucune erreur dans sa carrière. Enfin, il y a toujours un moment sur un vol où, ça peut être une erreur qui n'a pas de conséquences, parce que voilà, mais exactement ça. J'imagine qu'on n'est pas des robots. Vous n'êtes pas des robots. Non, c'est ça. Alors, tu soulèves un point très intéressant justement du CRM, que chez nous on appelle le TEM, le Threat and Error Management. En fait, grâce à nos procédures, grâce à des procédures donc internes à la compagnie, des procédures d'interface avec l'avion, procédures avec le contrôle aérien, on met en place plusieurs plaques. T'as entendu parler de ça? Oui. Les gens, quand on arrive à un accident, c'est que l'accident a traversé toutes les plaques. C'est exactement ça. Il y en a d'innombrables plaques, ce qui fait que les accidents, ce qui fait que les accidents sont très très rares. En fait, c'est clair. En fait, les crashs d'avion sont extrêmement spectaculaires, donc forcément très médiatisés. Et en fait, on en entend parler et puis on retient quand quelqu'un est mort dans un crash. Je veux dire, mais justement parce que c'est rare en fait. C'est ça. Aussi l'idée de parce que vous avez j'imagine en plus en termes de sécurité. Il y a ça, mais il y a énormément de vérification des avions, il y a beaucoup de... Voilà, tout à fait. La maintenance... après, je ne peux pas parler de toutes les compagnies, mais je sais que en France, notamment, les compagnies françaises sont soumises à une réglementation extrêmement draconienne. Et il n'y a pas de tolérance. Chaque pièce, chaque partie de l'avion donc, est soumise à un calendrier donc, de maintenance. Et peu importe l'état de la pièce,
arrivé à un certain âge, on la remplace. Ah ouais. On cherche pas à comprendre. Ouais, c'est ça, c'est sécurité Voilà, et sécurité d'abord, prévention au max. safety first, comme on dit chez nous, et voilà, il y a pas de, on transige pas avec ça. Et d'ailleurs, tout à l'heure, on discutait avec une personne qui est, je sais plus le titre de son métier exact, mais qui s'occupe de la planification. Voilà. Je sais plus le titre du métier. Dispatcher. Voilà, dispatcher. J'aurais pas trouvé. Et en fait, c'est ça, c'est que vous êtes tout le temps en contact avec ces gens-là qui s'occupent de vous faire la planification Alors, des vols. on est en contact par les dossiers qu'ils nous envoient sur nos tablettes de préparation. Après, si on a une question, si on a une suggestion, une urgence une envie, aussi. une urgence, une envie de changer de route parce qu'on pense que c'est plus judicieux de passer par là, on les appelle, on leur demande est-ce que tu peux me faire un calcul sur cette route parce que j'ai l'impression que eux ils ont des outils informatiques très puissants que nous n'avons pas. Ouais. Ils font un test et après le commandant de bord prend sa décision. Mais voilà, en principe. Après, il y a aussi les aiguilleurs du ciel, comme on voit dans les films, voilà. qui les contrôleurs aériens. repèrent. Ah oui, d'accord. Qui en fait sont sur des écrans et justement vérifient qu'il n'y ait pas. Alors, bon, il y a peut-être d'autres choses, mais moi je vois vraiment pour éviter la collision notamment. Ils régulent les trafics. C'est comme des agents de circulation, mais en ingénieur. Ils ont le statut d'ingénieur. C'est un métier à très forte responsabilité. Et voilà, on travaille de concert avec eux. Hein. Ce sont nos collègues, ils nous fournissent un service, le service du contrôle aérien. Et donc l'ATC, l'Air Traffic Control, c'est une plaque justement qui permet donc d'éviter justement que les avions se rapprochent de trop. Et imaginons, la plaque est transpercée. Nous, on a un système qu'on appelle le TICAS qui va dialoguer avec le TICAS de l'autre avion pour se mettre d'accord, pour dire bon, ok, là, on se rapproche de trop, c'est dangereux. Toi, il faudrait que tu montes, et moi, il faudrait que je descende. Est-ce que ça arrive souvent comme ça est-ce que la plupart des vols, il y a rien qui se passe dans le sens où tout va bien, je veux dire. Ou est-ce que y en a quand même, ou à chaque fois il faut gérer ces petits soucis? Non, la plupart du temps, tout va bien. Les procédures sont extrêmement efficaces, fiables, ont prouvé leur efficacité. Okay. Néanmoins, il faut être amené à parer à ce genre de situation. Ouais, les simulateurs sont là pour ça. On a donc 4 simulateurs par an, donc en 2 paires de 2, pour... tu rafraîchis aussi tes connaissances. Voilà, les connaissances. Et on va nous dire, voilà, aujourd'hui, vous faites un Lyon-Barcelone, je dis n'importe quoi, il y a telle condition, il va se passer ça à l'embarquement, qu'est-ce que vous faites? Vous avez un passager ivre, et donc c'est une succession, pas de dysfonctionnement, mais d'irrégularité, de choses qui sortent de l'ordinaire. Ouais, en fait, vous êtes tellement bien préparé. Il y a beaucoup de possibilités effectivement d'accidents, de problèmes, mais il y a tellement de préparation. C'est ça. Et face à ça, parce que je veux dire, vu la taille des avions, les conséquences derrière, effectivement, tout est fait pour que ça. Absolument. Donc, et d'ailleurs, on dit que c'est le lieu de transport le plus sûr. Et c'est totalement vrai. Parce qu'en voiture, etc., on peut très bien se planter, alors que là. Bon. Et je voulais te demander aussi les côtés moins sympas du job. Alors les côtés cool, tu disais tout à l'heure, t'adores ton métier, t'adores ce côté-là d'être en vol. D'être en vol, de gérer un équipage, de gérer des passagers, c'est un tout en fait. Et puis le pilotage, on va dire que c'est la cerise sur le gâteau, parce qu'on pilote pas à la main, au manche, on pilote à travers le pilote automatique la plupart du temps. Sur la croisière, ça sert strictement à rien, et c'est même dangereux parce que on s'épuiserait à piloter à la main, à tout le temps corriger la trajectoire, etc. Aujourd'hui, il y a des moyens, des techniques aussi qui permettent. Il y a le pilote automatique, tout simplement, qui est un outil très très fiable, qui marche très bien, qui existe depuis fort longtemps, depuis plusieurs décennies, et donc que nous utilisons assez tôt dans le vol. Voilà, on décolle et on atterrit encore en manuel. Pour l'atterrissage, de temps en temps en automatique quand il y a du brouillard. Voilà, là aussi c'est une procédure très particulière qui demande beaucoup de concentration. La réactivité doit être au rendez-vous, puisque si les automatismes ne s'enclenchent pas comme il faut, il faut savoir réagir. Oui, en fait c'est ça, il faut une rapidité de réaction, même si ça ne se produit pas souvent, il faut être en capacité de tout de suite... Exactement, tout de suite et ça, encore une fois, on le voit au simulateur. Une fois par an. Vous voyez, donc on est vraiment préparé. Voilà. Et alors les côtés un peu moins sympas du job, c'est vrai que dans tous les métiers, il y a des aspects, plus des contraintes. Pour toi, ça serait quoi pour ce job-là? Qu'est-ce qu'on a? Il n'y en a pas beaucoup, je dirais.
Pour ce job, alors sur moyen courrier, il y a peut-être le lever tôt à 3h du matin. Allez, quand on a enchaîné 3-4 vols d'affilée, qu'on est du matin, c'est un petit peu, c'est un petit peu compliqué de se lever, mais bon, 2-3 cafés après c'est terminé, on n'en parle plus. Après, de temps en temps, on a des découchés. Alors pour certains, un découché, c'est une escale, on dort dans une escale extérieure. Ah oui. Alors ça peut être super sympa, hein, ça fait partie des attraits du boulot pour beaucoup. Certains aiment bien avoir leur tranquillité, rentrer à la maison tous les soirs, donc pour eux... Oui, en termes de vie personnelle, tu disais que tu as un enfant, ça peut être un peu plus... Après, vous avez des repos, j'imagine, vous avez quand même pas... On a des repos, ces repos, ces règles de repos sont régies par des règles internationales, on ne peut pas faire n'importe quoi avec ça. Ouais. Donc toutes les compagnies s'astreignent à respecter ces repos, et voilà, donc on a... on va dire sur des, je parle pas de la période qu'on vient de vivre, hein, la période pandémique, mais sur des périodes, on va dire hivernales, sur une activité comme Transavia, on peut avoir entre 10 et 15 jours de vol par mois. Et au pic de saison, on va dire, l'été, ça peut aller jusqu'à 18 jours. Ah oui. 18 jours de vol. Ouais, finalement, l'été, il y a beaucoup avec les gens qui partent en vacances, bien sûr. D'accord. Bien sûr. Donc là, l'activité est très très soutenue. Et tes plannings, tu les as bien à l'avance ou pas ? Oui, on a entre 3 semaines et 3 semaines avant, on a une idée du planning. Ça, c'est quand même important quand on a une vie privée aussi, de pouvoir savoir quand est-ce qu'on sera pas là, quoi. Voilà, tout à fait. Très bien. Et est-ce que tu peux me raconter une journée type, par exemple là, tu te lèves à 3h et tu pars au travail. Je vais te raconter mon aller-retour Fès de ce matin. Réveil 4h30 du matin. Je suis du côté d'Étampes actuellement, et puis à terre à Étampes. Et donc 50 minutes de route à peu près. Briefing à 6h du matin. Donc briefing, ça veut dire donc on arrive à la préparation du vol, on rencontre parce qu'on ne connaît pas forcément le copilote. Ah oui, parce que vous êtes nombreux, donc en fait parfois vous volez, vous reconnaissez des gens avec qui vous avez déjà volé, et parfois ça arrive. Ouais. Là, Transavia, on est environ 400 pilotes. Ça, c'est le côté sympa aussi. C'est que finalement, tu n'as jamais les mêmes collègues tout le temps, quoi. Alors, ça, c'est pareil, ça peut être sympa comme ça peut ne pas l'être. Parce que on peut, dans une compagnie qui est vraiment très très grande, où on est un peu au matricule, ça peut être mal perçu. Mais du coup, tu n'as pas de routine. Tu vois, t'as pas de routine, tu vois pas les mêmes têtes tous les jours. On voit pas les mêmes têtes tous les jours, mais ça peut être rassurant, ça peut être sympathique de déjà construire des choses avec des gens et puis de les retrouver après. Ça peut être sympa. Donc du coup, tu fais le briefing. La journée type, donc 6h, briefing. Le briefing dure environ un quart d'heure. On a accès donc à toutes les données du vol, donc des données météorologiques qui nous permettent déjà de voir un petit peu la carte sur le trajet. Voir s'il y a des phénomènes significatifs comme des turbulences, comme des phénomènes orageux qu'il faudra éviter, donc des procédures associées. Ça nous permet aussi de voir le temps qu'il va faire à destination, le temps qu'il va faire au départ, sur les terrains en route, en cas de déroutement, si on a un problème médical. Ça dure combien de temps à peu près, toute cette partie disons qu'on a accès au dossier 12 heures avant. Moi, je sais que j'aime bien regarder un petit peu la veille ce qui va m'attendre le lendemain. Ouais. Et après, on a ce petit quart d'heure pour réactualiser les données météo, notamment, et qui nous permettent donc de préparer notre vol. Le but d'une préparation du vol, il est double. Il est donc d'identifier des éventuelles spécificités sur la journée. Ça peut être des nuages, des orages au départ, des orages à destination, donc qui va donc impliquer de prendre plus de carburant, notamment. Si l'orage, au moment où on arrive, l'orage arrive sur l'aéroport, on va pas se poser, on va attendre. Ou on va aller sur un autre aéroport. L'anticiper du coup. Voilà, il faut l'anticiper. Et de ces menaces, de l'identification de ces menaces, j'aime pas trop dire ce mot-là, mais c'est dans le jargon, c'est le mot qu'on emploie. On va établir une quantité carburant.
Ok, savoir combien tu as Savoir besoin. de pétrole on a un pétrole mini réglementaire, en dessous duquel on n'a pas le droit de partir. Ah oui, parce que là, il faudrait pas tomber en panne. Voilà, il faut toujours avoir une certaine réserve. Une réserve au moment où tu te poses à destination, c'est obligatoire. Sinon, il faut faire un rapport, ça induit Et donc, beaucoup de toi, en choses. tant que pilote, tu es aussi garant en tout cas de savoir combien il y a et de respecter bien. Voilà, respecter la réglementation, moi, c'est mon travail. Ça il fait n'y partie a de mon pas travail. que le pilotage proprement dit. Non. Tu t'assois pas dans l'avion, tu pilotes. Non. Tu es responsable en fait de tout, quoi. Voilà, je suis représentant de la compagnie, délégué du président. Garant de la sécurité des passagers aussi. Garant de la sécurité des passagers, absolument. Donc, donc là, ensuite, une fois qu'il qu'il y a le briefing, tout ça, donc après, qu'est-ce qui se passe? Donc après, les gens arrivent, l'embarquement se fait. On part, ils vont rencontrer l'équipe de PNC, personnel navigant commercial, hôtesse et steward. C'est l'acronyme qu'on emploie. Comme ma cousine Air France. Voilà, exactement. Et donc on met en commun les infos qu'on a, quoi. Donc, le temps de vol, les particularités passagers, est-ce qu'on a des gens à mobilité réduite, par exemple, ça induit une gestion particulière en cabine. Voilà, est-ce qu'il y aura des turbulences? Ensuite, on va à l'avion, on passe les filtres de sécurité, puisque les hôtesses, stewards, pilotes sont inspectés au même titre que les passagers. Ah ouais. Et oui, c'est normal. C'est très important, bien sûr. Vrai. Si vous-même, vous n'êtes pas... Voilà, c'est très important. Donc, on fait ça. Ensuite, on a une petite navette qui nous amène au pied de l'avion. Et après, on charge les données de vol dans l'avion, on fait le tour avion. Le pilote qui va pas piloter l'avion sur l'étape... Ouais. Tu disais que vous êtes deux en général. Voilà, on est deux, donc il y en a un qui pilotera l'avion, qui sera aux commandes, et l'autre pilote qui fera le reste. Voilà. Ok, donc les rôles sont bien définis quand même. Les rôles sont bien définis, absolument. Très bien, et du coup, toi, ça t'est déjà arrivé plusieurs fois de revoler avec le même copilote, par exemple? Absolument. Ouais. Ça, c'est sympa, t'aimes bien ce côté de revoir, c'est ce que j'ai compris. J'aime bien ce côté un petit peu familial, entre guillemets. Une entreprise à taille humaine, c'est super agréable. Ouais, vous êtes combien chez Transavia? Alors, donc tu travailles chez Transavia? Oui, je travaille chez Transavia France. Alors, il faut savoir qu'il y a Transavia Hollande aussi. Et il y a donc Transavia France. Ok. Et donc on est à environ 400 pilotes et environ 1000 stewards. Ah oui, c'est pas mal quand même. Ouais, voilà. Mais tu peux revoir des gens. Ouais. Voilà, c'est ça. Et puis ensuite, donc il y a le vol proprement dit. Le vol à proprement parler, ouais. Et ensuite, c'est pas terminé, j'imagine, quand tu arrives. Donc, pour prendre l'exemple de ce que j'ai fait aujourd'hui sur Fès, au Maroc, on se pose, les passagers débarquent. Et là, tout de suite, on s'occupe du retour. On reste 30 à 40... Ça dépend. Ça dépend des escales. On a un stop entre 30 et 45 minutes. Ah, ce qui est pas... Pour faire le demi-tour. Ah non, pas long du tout. On ne chôme pas. Ah non. Donc, il faut assurer le ménage de la cabine. Il faut éventuellement, je sais pas, ça peut arriver, recharger en catering, en commissariat, ce qu'on appelle le commissariat, les sandwichs, tout ça. Bon. En principe, on prend ce qu'il faut pour l'aller-retour, mais ça peut arriver. Qu'est-ce qu'on a? On charge toutes les données du vol, on réactualise les données météo. On fait exactement ce qu'on a fait à la préparation du vol, en fait. On fait exactement la même chose. On détermine une quantité carburant pour le retour. En fait, c'est ça, c'est qu'il faut repartir. Donc derrière, voilà. Le principe, c'est qu'en fait, c'est toujours la même équipe pour l'aller-retour. C'est ça, voilà. En principe, oui, sauf s'il y a un découché donc en escale extérieure. Je suis n'importe quoi. Il m'est arrivé plusieurs fois de découcher à Athènes. De temps en temps, il peut y avoir des croisements de pilotes c'est très rare. Ça t'arrive d'avoir un peu de temps, du coup, par exemple à Athènes, pour visiter des choses comme ça? On peut avoir 24 heures. De temps en temps, ça arrive. Oui. Puis cet été, on nous prévoit un été record. Avec beaucoup de tourisme, on en parlait tout à l'heure en off. Exactement, après tout ce qu'on a vécu, les confinements, les gens ont envie de... Les gens ont envie de partir, les gens ont besoin, je crois, de partir, vraiment. Ouais. Et on est là pour répondre à leurs demandes, quoi, tout simplement. Puis on en parlait tout à l'heure, ça n'a pas été facile pendant les confinements, l'activité a été complètement stoppée. Et j'imagine que pour quelques vols de rapatriement très peu, pour nos ressortissants, et c'est vrai que pour certains ça a été très long. J'ai des connaissances qui ont été... Surtout quand tu as un métier comme ça que tu es en dépression, un peu déprimé. Alors non, on peut pas aller jusque là, mais parce que là encore une fois, si on est dépressif...
triste de pas pouvoir Oui, de le travail, de pas pouvoir Sans voler. billet, quoi. Après, je crois que la paralysie était vraiment quasi planétaire. Donc, Oui, c'est vrai qu'on bon, on prend relativise, son quoi. mal en patience. C'est une très bonne occasion pour travailler un peu à la maison, entretenir ses connaissances et être prêt à repartir. C'est vrai que la reprise a dû être, ça a dû être sympa de se dire tiens, je reprends. Enfin, là, on n'est pas dans un bureau. Tu vois encore, t'as des salariés qui étaient en télétravail, qui continuaient plus ou moins. Du coup, la reprise n'a rien d'exceptionnel. Mais vous êtes vraiment sur le terrain, les pilotes, les tests de l'air, etc. Ça devait être quand même assez mémorable de se dire tiens, ça repart, quoi. Oui, ça repart. Et puis nous, les gens, notamment à Transavia, sont très attachés à leur compagnie. Donc toi, tu étais chez Air France pendant des années, c'est ça ? C'est ça. J'ai travaillé pendant 15 ans chez Air France. Ok. Et on a la possibilité, les pilotes Air France, de demander un avenant au contrat et de se faire détacher chez Transavia. Pour une durée indéterminée au choix du pilote. C'est minimum 4 ou 5 ans, suivant le nombre d'actes de carrière qu'on a fait avant, mais a priori, c'est donc ça. Donc c'est ton cas, donc tu as demandé. C'est mon cas, ça. j'ai demandé, je voulais voir autre chose. Je voulais continuer à faire du Boeing, puisque j'ai fait du Boeing 777 chez Air France. Ouais. Je voulais continuer sur le Boeing 737. Et dans la mesure où j'avais déjà goûté au réseau A320 en tant que copilote. Je suis rentré chez Air France en tant que copilote A320. Là, si je continuais dans ma lancée chez Air France, j'aurais été commandant de bord A320 chez Air France. Un avion que je connaissais déjà, un réseau que je connaissais déjà, une culture d'entreprise que je connaissais déjà. Oui, en fait, il y a des parcours avec des suites logiques comme ça. Et donc là, du coup, comme tu voulais découvrir autre chose... Je voulais changer de choses. Je voulais piloter un autre avion. Le 737 est vraiment différent du 777. Et puis il y a le côté taille humaine, comme on dit tout à l'heure, c'est quand même beaucoup. Exactement. Avec possibilité de personnes. C'est quelque chose. Après, ça convient peut-être pas à d'autres personnes. Tout le monde, ça convient pas à tout le monde. Toi, c'est personnel. Voilà, moi, c'est personnel. Qui te plaît en tout cas. Absolument. Ça fait combien de temps que tu es du coup chez Transavia ? Eh bien, j'ai été lâché le 21 juillet 2020. Lâché, c'est en fait, on fait donc la formation de commande de bord qui dure plusieurs mois, qui est quand même assez longue et assez exigeante. Il faut beaucoup travailler. Ouais. Je crois que j'ai jamais autant travaillé. Même en prépa, je travaillais moins que. Ah oui. Énormément de travail. Il y a beaucoup de choses. Parce que commandant de bord, là, on est encore sur un autre level, Voilà. Il faut essayer d'avoir le maximum de connaissances. C'est ça qui est passionnant, c'est que c'est un métier où en fait tu te réactualises en permanence et en plus tu es amené à te former. Voilà. Que ce soit ce que tu veux faire en termes de background, ce que tu vas prendre en termes de responsabilité, mais même on parlait de la législation, de tout ce qui a acquis, les simulateurs. Il y a des mises à jour, il y a des choses qui évoluent. Par exemple, si on prend le Covid, par exemple, il y avait des mesures sanitaires à bord, donc on avait nous des procédures particulières à mettre en place, donc ça bouge tout le temps. Et même en dehors des périodes pandémiques, on a des évolutions de procédures donc qui sont établies par le constructeur Boeing. Transavia ne fait pas ce qu'elle veut, elle n'invente pas ses procédures. Ou si elle a une suggestion, elle le soumet à Boeing et elle attend l'accord de Boeing pour pouvoir la mettre en place. Voilà, c'est très très réglementé, c'est drastique. On fait pas n'importe quoi. Je pose souvent cette question, mais là ça a d'autant plus d'intérêt pour moi. C'est est-ce que tu aurais une petite anecdote ou plusieurs petites anecdotes à nous partager ? Je suis sûre que sur les vols, au vu de tout ce que tu as fait, il y a forcément des petites choses, soit marrantes, soit peut-être aussi des peurs. Est-ce que tu as déjà eu peur ou des choses comme ça, vraiment Alors, une anecdote marrante. Des vols atypiques. Alors, je me suis retrouvé à voler avec un pantalon d'hôtesse de l'air. Ah ok. On s'était trompé dans les uniformes à la maison. Et j'ai pris un pantalon de thèse. J'ai gardé il était très très moulant, je te laisse deviner. Donc j'ai gardé la veste, qui à l'époque était une veste, la vareuse, la veste croisée, descendait très bas sur la cuisse. Ah bon. Donc ça ne se voyait absolument pas. Mais bon, c'est sûr que la tenue confort. Le bouton du haut, il était dégrafé. D'accord. Il n'y a pas une vérification du look des pilotes. Voilà, non. Alors si, il y a des règles de port de l'uniforme. On peut pas faire n'importe quoi. Ah, oui. Mais la couleur était exactement la même. Oui, ça allait. Tout était conforme, si tu veux. C'était juste que j'étais
j'étais pas à mon aise. Et sinon, des passagers étranges ou des grosses frayeurs ou des... Non, des grosses frayeurs, non. J'ai vécu un décès à bord déjà. Oh là là. Au retour de San Francisco, on a dérouté sur Montréal. Bon, c'est des choses qui arrivent. Hein. Quelqu'un Qui s'est levé, et il s'est levé de son siège, puis il est tombé, puis il a fait un arrêt cardiaque. Oh. Donc nos PNC, donc, qui sont très bien formés, ont prodigué les premiers soins, et on massait, on fait massage cardiaque jusqu'à l'arrivée au point de parking, point de stationnement. Donc ne se sont même pas sécurisés pour l'atterrissage. Ils étaient à cheval sur la personne en train de le masser dans le galet. Le galet, c'est l'endroit où on réchauffe les plats, etc. Mais ils n'ont pas pu le sauver. Non, ils n'ont pas pu le sauver, et ça a été... Voilà, c'est aussi pour ce qui est là. Hein. Il y a le côté service, mais nos PNC sont leur fonction première, c'est la sécurité à bord. Ouais. Voilà, et ça passe aussi par ce genre de procédures, donc des procédures de secourisme, pour aider les passagers dans le besoin. C'est n'importe quoi. Est-ce qu'il y a aussi des gens paniqués? Je sais pas, il y a des gens qui font des crises, tu sais. Oui, absolument. Ouais. Oui, des gens qui ont une peur panique de l'avion, effectivement, ça arrive. Ouais. Donc là, pour les gérer, c'est pareil. Nos PNC sont là pour les gérer. Nous, ça, on le voit pas. Hein. On est devant, la porte est fermée. Non, mais par exemple, s'il y a une situation un peu compliquée ou un passager, un comportement, j'imagine que vous en entendez parler. Oui. Quand même, il y a une communication. On entend parler. C'est rare quand même. C'est une info qu'on nous donne quand même, parce que ça peut avoir des conséquences. Il peut y avoir des malaises vagaux, par exemple. Ouais. C'est ce qui arrive le plus fréquemment en avion, un malaise vagal. Donc très souvent, avec le stress. On se doit, voilà. Le stress, la fatigue, on n'a pas bu, on n'a pas mangé, on a fait un vol de nuit très long, et on rentre à la maison, on fait un vol de correspondance, on a attendu 3 heures l'avion, il y a eu du stress, la personne fait un malaise vagal, donc c'est une info que nous, en tant que pilote et qu'on est en bord, on doit avoir, parce qu'on ne sait pas, alors au départ, il y a un diagnostic qui est fait, les PNC sont très bien formés, ils reconnaissent un malaise vagal, donc, mais ça peut être plus grave. Donc nous, il faut qu'on anticipe et qu'on sache, si vraiment la situation se détériore, qu'on sache modifier la trajectoire de l'avion. En tout cas, la cabine est bien fermée, la cabine de pilotage. Ah oui, c'est sécurisé. Tout est OK. C'est pas comme dans les films, dans certains films où on voit des choses. À une époque, il y avait juste un rideau. Avant les attentats du 11 septembre, il y avait un rideau. Ils ont renforcé après la sécurité. Voilà, aujourd'hui, depuis 2001, ça rigole plus. On parlait justement tout à l'heure un peu en off de reconversion, puisque c'est un sujet qu'on voulait aborder ensemble. Si toi, c'est pas ton cas, puisque toi, effectivement, tu voulais être pilote depuis toujours, et même si tu as évolué différemment, mais en tout cas, tu es resté dans ce domaine. Mais il y a des gens qui, en fait, aujourd'hui, pourraient se dire, tiens, ça me fait rêver, j'ai envie de me reconvertir. Et c'est vrai que moi, c'était pas le premier métier auquel je penserais, dans le sens où pour moi, c'était extrêmement complexe, long. Je veux dire, on peut pas comme ça se dire, je vais devenir pilote. Et tu me disais pas tellement, tu me disais que t'entends parler de Exactement. On a des gens qui ont des carrières complètement... qui n'ont rien à voir avec l'aérien, et qui se reconvertissent par passion, par révélation tardive aussi. Et ça, c'est pas quelque chose qui est mal vécu au niveau des recrutements, parce que tout dépend de l'énergie qu'on y met. C'est un troisième conseil que je pourrais éventuellement donner aux gens qui ont envie d'embrasser cette carrière, même à 40, 45 ans. C'est possible à tout âge, c'est tout à fait possible. Là, pour ce qui est de l'armée, 40 ans, c'est un peu tard. Il n'y a que la formation autodidacte qui accepte, donc moyenne en finance, mais c'est possible. Une formation. Mais c'est tout à fait possible. Après, être diplômé, avoir toutes les qualifs, avoir tous les certificats théoriques de la TPL, ne garantissent pas un job, évidemment, sinon ça serait trop facile. Mais tu me disais que le conseil, c'était justement d'arriver à faire les choses rapidement, c'est-à-dire à fond. C'est-à-dire pas en 4-5 ans, parce qu'après, voilà. En fait, il va falloir convaincre après un recruteur, je pense plus aux compagnies françaises, il faut convaincre un recruteur en lui disant, voilà, je suis très motivé pour ce métier, je l'ai toujours été, il faut savoir expliquer pourquoi on n'y est pas allé avant. Forcément. Et à partir du moment où j'ai décidé d'y aller, j'ai absolument tout mis en œuvre pour mettre en place les choses et pour être sur le marché. Ouais, c'est ça. C'est vraiment, je décide ce projet et derrière, je fais tout. Et je pense que la motivation, justement, ça fait partie effectivement des critères, et c'est même au centre des recruteurs, d'Air France, de Transavia, de toutes les autres compagnies. Absolument.
Voilà, il faut vraiment... et je pense que la difficulté, c'est ça, c'est que quand on a 40-45 ans, on a souvent une situation familiale. La situation familiale peut être un obstacle à cet engagement maximal. Et il faut être vraiment... être prêt avec sa famille, avec sa femme ou son homme, pour être vraiment dans la communication et dire, bon, je ne serai pas autant disponible qu'avant, il faut que je passe mes certifs. Surtout pendant la partie formation, parce que c'est incroyable tout ce qu'il faut assimiler en termes 14 certificats. de savoir. 14 certificats. Alors, à l'ENAC, on les passe en 6 mois. On fait que ça, par contre. Là, c'est du temps plein. On fait que ça. On scinde en 2 périodes de 3 mois. On fait 7 certificats les 3 premiers, 7 certificats les Donc là, il y a un concours. Les 3 derniers. Un concours? Non, c'est pas un concours, c'est un examen. Un examen. C'est un examen, c'est des QCM. Il y a une banque de données, de questions. On peut s'entraîner déjà, avec bien comprendre les cours. Je déconseille le bachotage. Donc ça veut dire que si demain je veux me reconvertir comme pilote, d'abord je me forme en autodidacte, quoi. Voilà. J'apprends plein de choses et ensuite je vais passer. Tu passes ton ATPL théorique et après tu vas commencer la formation pratique avec des vols. On va t'apprendre les bases du vol à vue. Donc savoir gérer une carte, un chrono, un cap, une quantité carburant, etc. Et après tu auras la spécificité des vols aux instruments. Tu pourras voler sans visibilité, sans visibilité extérieure, en te remettant en main tes instruments de vol. Et c'est marrant parce que on peut très bien vouloir se reconvertir comme pilote en ayant eu avant un métier, mais qui en plus, par exemple, on parlait du métier de chirurgien ou de kiné, ou c'est le métier de la santé où tu te dis, bon, probablement c'est des gens qui vont faire ça toute leur vie, c'est leur vocation. Eh ben non, ils peuvent très bien changer. Absolument. Tu me disais, oui, à plus de 40 ans, je prépare des gens aux sélections en compagnie aérienne et j'ai des gens qui arrivent avec des cursus assez étonnants. Des agents immobiliers, par exemple. Souvent ingénieurs. On a beaucoup de gens ingénieurs. Alors, après, il y a le côté logique, un peu. Voilà, le côté méthode de travail. Puis il y a une certaine maturité. On arrive dans le milieu avec une expérience du travail, certaines valeurs. Tu me parlais d'un kiné aussi, d'un chirurgien. Oui, tout à fait. Un kiné, un chirurgien qui a décidé de tout arrêter et puis qui s'est jeté dans le truc et qui a réussi. Donc voilà. Je dirais que il faut bien préparer la reconversion. Il faut pas dire je vais passer les certificats. Ah bah c'est sûr. Je vais faire pendant 1 an, je vais en bosser 3. L'année d'après, j'en bosser 3. Non. Là, devenir pilote, c'est pas une reconversion à la légère. Ça, c'est clair. Non. Mais c'est possible. Il faut y aller vite. C'est possible. Il faut pas oublier que l'aérien, c'est cyclique. Il y a toujours des crises. La crise de 2008, la pandémie. Vous n'avez pas été épargné, là, etc. depuis une bonne dizaine d'années. On n'a pas été épargné. Les recrutements, c'est par vague. Il y a beaucoup de candidats pour peu de places. Comment ça se passe ? Oui, il y a beaucoup de pilotes qui ont déjà une expérience, qui ont toutes les qualifs. Alors pour patienter, certains font instructeur en aéroclub pour monter leurs heures de vol, parce qu'il faut savoir que certaines compagnies aériennes demandent de l'expérience pour rentrer en compagnie, pour rentrer chez eux. Okay, donc il faut s'entraîner. Il faut monter ses heures de vol. Et des fois, c'est là où c'est un petit peu le chien qui se mord la queue. Par exemple, sur A320, certaines compagnies demandent une expérience en tant que pilote en transport public sur ce type d'avion. C'est le problème. Et même les stages ne suffisent pas, j'imagine. La formation, c'est pas exactement des stages. C'est ce qu'on peut faire éventuellement, c'est en gros passer la qualification de type, passer le permis pour cette machine-là. Mais on n'a pas d'expérience en transport public. On a appris la théorie, on a fait des simulateurs. Pour certains chanceux, on a fait des vols dans un avion à vide, sans passagers, mais on ne connaît pas le transport public et certaines compagnies demandent une expérience en transport public. Donc c'est très compliqué, c'est un peu le chien qui se mord la queue. C'est comme dans beaucoup de domaines. C'est le souci, c'est que, on met en place des moyens, on y arrive, mais parfois c'est difficile parce que on te demande déjà d'avoir l'expérience alors que tu redémarres. Et c'est tout le souci, le sujet de la reconversion. Il faut être hyper motivé en se disant c'est possible, mais juste il va falloir carburer, prendre les opportunités, s'entraîner, et ça va peut-être pas arriver comme ça. Exactement. Donc il faut s'y mettre, comme tu disais, sur un laps de temps très court. Il faut s'y mettre à fond, quoi. Faut pas se dire dans 2 ans, machin. Et quand on a une opportunité, on la saisit, on réfléchit après. C'est un vieux commandant de bord qui m'avait dit ça quand j'étais jeune pilote et qui me disait
donc qui me faisait part de ce côté un peu cyclique de l'emploi dans le secteur aérien depuis 1945. Il faut savoir que depuis la Seconde Guerre mondiale, beaucoup de pilotes militaires, il y avait plus la guerre, donc il fallait bien qu'ils voulaient continuer à voler. L'aviation commerciale prenait son essor, donc il y a eu énormément de pilotes entre 20 et 30 ans qui sont arrivés, et donc tous ces gens-là, quand ils sont arrivés à la retraite, sont partis d'un coup. Donc depuis, ça oscille comme ça. Ça s'applique finalement à plein de domaines. C'est vrai que dans la vie, si tu réfléchis trop, t'as une opportunité qui se présente, t'es trop dans le mental de réfléchir, tu saisis rien, parce que rien ne va arriver de manière parfaite. C'est ça. Faut saisir les choses, faut y aller, quoi, à un moment donné. Un autre conseil que je pourrais donner éventuellement, c'est ne pas hésiter à s'exporter. Ah oui. Là, j'ai un de mes amis qui est qualifié, puis qui a tous ses certificats, toutes ses qualifs pour être pilote de ligne. Il a attendu quelques années, et donc il est pris en Côte d'Ivoire. Ah ouais. Alors il sera payé une misère, mais. Ouais, mais au moins c'est l'expérience, et après derrière ça peut permettre de rebondir. Exactement, ça permet d'avoir un CV crédible pour certaines compagnies qui demandent de l'expérience. Ouais. Voilà. Et c'est marrant parce que sur ce même podcast, là j'y pensais tout à l'heure, tu vois, j'ai déjà interviewé un pilote de Montgolfière, qui s'est reconverti aussi parce qu'il a travaillé pendant 20 ans il était dans l'industrie, directeur dans une entreprise industrielle de toute une entité, et en fait il a dit un jour à sa femme, j'ai envie de piloter les Montgolfières. Puis elle a dit, ah oui, bien sûr, en rigolant. Il a dit, ah non, mais en fait, je me suis renseignée. Je me reconvertis, j'ai la formation. Et il a déménagé à Annecy, donc ma ville d'origine en Haute-Savoie. D'accord. Et en fait, il a dit, je vais importer. Il n'y avait pas à l'époque de Montgolfière. Et aujourd'hui, compagnie des Berlons. J'étais en train de me dire, tu sais, c'est pas les avions, mais pareil, il a complètement switché. D'accord. Et il s'y est mis à fond. Et ensuite, il s'est bravo, parce c'est vrai qu'il faut quand même. C'est une forme de courage, de se remettre en question, surtout à un certain âge, où on a peut-être un train-train, on a une espèce de confort de vie. Il avait déjà une cinquantaine d'années en plus quand il a fait ce projet-là. Et par contre, comme il a créé sa boîte, puisque finalement il a juste fait la formation et ensuite créé l'entreprise, si tu veux, il n'y a pas les contraintes que vous avez dans les compagnies de CV, etc. Par contre, c'est-à-dire que tu passes ta formation et après derrière tu t'implantes, quoi. Donc c'est différent, mais je trouvais que le parallèle finalement était intéressant. Voilà, c'est la même chose. En tout cas, le message à passer là sur le podcast, c'est que c'est possible. On peut rêver à tout âge, que ce soit pilote ou autre chose, mais il faut pas oublier qu'il y a l'aviation d'affaires aussi. C'est une aviation passionnante, avec des avions absolument hyper performants. Je pense au Learjet, je pense au Falcon de Dassault, qui sont des avions extrêmement performants, qui montent bien plus haut qu'un avion de ligne et qui vont plus vite. Donc alors après, c'est un mode de vie particulier. On est plus on appelle ça au bip quelque part. Il commence à y avoir une stabilité de planning avec ce qu'on appelle le roster. Le roster, c'est l'emploi du temps. C'est le nom qu'on on va mettre en ligne un petit glossaire sur l'aviation. Le roster, c'est l'emploi du temps, et souvent c'est du 15 on, 15 off. 15 jours on duty, 15 jours off duty. Voilà. Oui, donc finalement, il y a plein de façons d'exercer ce métier. Il y a les hélicos, il y a plein de types d'avions aussi et de compagnies, et du coup c'est des modes de vie complètement différents suivant le type d'exploitation que c'est. Si c'est du long courrier, si c'est de l'aviation d'affaires, si c'est du court courrier, si c'est de l'avion à hélice, turbopropulseur ou du réacteur, c'est vraiment, il y a vraiment un panel extrêmement large dans l'aviation civile. Et toi d'ailleurs, quand tu as fini ton job, tu me disais tout à l'heure que tu adores la voltige. Oui, la voltige aérienne. On peut observer sur ton compte Instagram des vidéos de voltige que j'ai pu voir. Exactement. Hyper impressionnant du coup. Voilà, c'est la voltige, j'ai commencé en 2006, j'avais 25 ans, donc c'est assez tard. Mais bon, ça a été une passion, et puis j'ai pratiqué la compétition, j'aime assez la compétition. Notamment, j'ai eu un petit palmarès sympa. En 2020, j'ai gagné l'Open de France en catégorie excellence. Génial. Et je suis passé en catégorie Unlimited, donc il y a la catégorie reine en voltige aérienne. Ouais, donc c'est une passion, mais t'es quand même à un niveau plus que professionnel. On est à environ 20. Alors je suis pas payé pour ça, c'est du loisir. Oui, mais je veux dire, le niveau est quand même élevé, puisque t'as eu des... particulièrement en France, en plus, où on a des cadors, on a des gens qui volent très très bien. La France est championne du monde depuis
je crois plus d'une décennie. D'accord. Donc en individuel, pas loin. De temps en temps, il y a un Russe qui vient s'immiscer sur le podium, mais la plupart du temps, on voit beaucoup de drapeaux tricolores dans les 5-6 premiers. En tout cas, le fait, une fois qu'on a fini qu'on enlève son uniforme de pilote, de encore faire de la voltige, c'est vraiment que tu es passionné par les milieux des airs. Mais comme je disais, on en parlait au début du podcast, je voulais faire pilote de chasse au départ, et en fait c'est un petit peu pour compenser un petit peu, on va dire, ce manque de faire cette aviation sportive, puisque l'avion, on prend du facteur de charge, le facteur de charge donc léger qu'on prend. Ouais, et puis t'as, j'imagine, des sensations qui sont complètement différentes en voltige. Enfin, là, on est vraiment sur Absolument. Enfin, je sais pas comment dire ça, mais là, on a de l'adrénaline quand même. Non. Pas de l'adrénaline, non. D'accord. C'est le mot que je suis pas fan parce que. Oui, parce que pour toi c'est négatif, il y a côté peur. Ouais. Voilà, en tout cas, il y a. Voilà, c'est peut-être une erreur de ma part. Après. Attends, parce que moi, c'est peut-être pas mon truc. Mais voilà, c'est en fait la voltige, c'est ça, c'est toujours aller repousser ses limites, toujours dans la sécurité, la sécurité du vol. Ses limites physiques, ses limites techniques, ses limites mentales. C'est un sport qui est extrêmement mental. Il y a beaucoup d'arrêts, de timing. Le pilotage se fait beaucoup au timing en fait, parce que l'avion a des capacités, des taux de roulis très importants, 400 degrés secondes, qui fait une révolution. Ouais. Le long de l'axe longitudinal de l'avion, il fait donc un tour plus 40 degrés en une seconde, à une vitesse relativement élevée quand même. Mais voilà, c'est des avions qui sont extrêmement performants, qui vont assez vite, on peut aller à 400 km/h. Donc ça te change de ton cadre professionnel habituel, où tu es sur des grosses machines. Mais il y a quand même des points communs. Le respect des règles de sécurité, c'est la base. Ouais. Voilà, le pilotage, le coup d'œil, la rapidité de prise de décision. Ouais. Il faut être capable de prendre des décisions sous forte contrainte physiologique, sous facteur de charge. Il faut savoir où on est, où sont les juges, parce que c'est comme le patinage artistique, il faut présenter un ensemble de figures dans l'ordre, sans interruption. Donc avec parfois des contraintes physiques très importantes. Un peu artistique, enfin voilà, il faut faire la voltige, c'est très différent, mais il y a quand même des choses. Avec des critères bien établis sur les arrêts de roulis, les arrêts sur les figures, et avoir des arrêts francs sur des figures comme des vrilles par exemple. Il y a des critères qui doivent être respectés. Les juges sont formés pour ça, pour pouvoir apprécier, évaluer effectivement. Et puis après on a des notes, c'est comme le patinage artistique, c'est la même chose. Après podium, après sélection en équipe de France si on est dans les on mettra en avant une de tes vidéos d'ailleurs. Il y en a. On va maintenant passer à la fin de cette conversation qui est un petit passion quiz. Oui. Alors Pierre, es-tu prêt pour le passion quiz qui permet de mieux te connaître? Et top chrono. C'est le passion quiz. Alors, plutôt thé ou café? Les deux. Couche tard ou lève tôt? Couche tard. Bon, lève tôt par ton métier de temps en temps. Oui, voilà. Mais de base. À l'insu de mon plein gré, comme dirait l'autre. Un livre qui t'a marqué? Le Grand Cirque, de Pierre Klosterman. Ok, sur? Alors, c'est un as de la Seconde Guerre mondiale, un as français, qui est allé se battre avec les forces françaises libres en Angleterre, après la débâcle de Dunkerque. Et donc, il raconte ses combats aériens. Et c'est un livre qui est très très prenant, où il raconte un petit peu l'intensité des combats aériens contre les Allemands. Et c'est un livre qui a, je peux pas dire bercé mon enfance, mais je me rappelle avoir fait un exposé dessus quand j'étais en 3e. Donc ça t'a marqué. Ça m'a marqué, et puis les récits sont beaux, poétiques et intenses. Très bien. Voilà. Une personne qui t'inspire J'en ai eu beaucoup. Mon papa, on a commencé par mon papa déjà, qui m'a insufflé donc cette passion. Puis j'ai croisé des commandants de bord qui m'ont marqué. Positivement, négativement, il y a certains, je voulais pas du tout leur ressembler, d'autres oui. Ouais, ça permet de se construire aussi. Ça permet de se construire professionnellement, de savoir ce que tu veux pas être. Je suis, on va dire, en admiration, c'est un grand mot, mais moi je suis assez impressionné par Thomas Pesquet. Il a été pilote chez nous, Thomas, pilote chez Air France. C'est que c'est assez incroyable tout ce qu'il a fait. Voilà, c'est assez incroyable. Il est impressionnant parce qu'il est brillant, mais ce que j'aime énormément chez ce garçon, c'est son humilité. Ouais, brillant, mais on en parlait tout à l'heure des qualités. Voilà, et ça c'est quelque chose qui est remarquable. C'est vrai que quand il parle de ce qu'il fait, il a pas du tout la grosse tête, alors qu'il fait des choses absolument incroyables. Exactement. Et puis
il y a une part de rêve dans ce qu'il fait. Il donne de l'espoir à plein de jeunes. Il y a plein de gens qui veulent suivre sa trace. Hein, et je trouve que c'est bien. Et si tu n'avais pas... Oui, ça c'est une question que je voulais poser aussi. Si tu n'avais pas été pilote, est-ce qu'il y a un autre métier aurait pu te plaire? Lequel? Alors, comme on dit, il faut toujours avoir un plan B dans nos choix. Si vraiment j'avais été inapte au vol et vraiment que j'avais pas pu vraiment, même ne serait-ce que monter dans un avion, quoi. Hein, ça aurait été vraiment un second choix par défaut. Un second choix, peut-être le médical. Ok, ça aurait pu te plaire. Ouais, j'aurais bien aimé parce que c'est le corps humain, c'est vraiment fascinant. Ouais. C'est quelque chose d'extraordinaire. Ok, ça aurait pu te plaire. Ouais, ça aurait pu me plaire. Pour terminer, est-ce que tu aurais une citation à nous partager, je sais pas, quelque chose qui te drive, qui te guide, qui t'inspire dans ta vie professionnelle comme personnelle? On n'a rien sans rien, donc je dirais aide-toi et le ciel t'adore. Ah bah génial, puis là on reste vraiment dans l'aérien en plus. Et c'est tellement c'est pas fait vrai. exprès. Non, même voilà. pas. Le destin se force, la chance se force. Ouais, il faut aider sa chance comme on dit. Voilà, on transpire ce qu'on dégage. La vie c'est une disposition de l'esprit. Il y a des gens, on a tous dans notre entourage des gens qui sont extrêmement positifs. Et on s'étonne qu'il leur arrive des choses positives. C'est normal, il faut toujours... mettre en place les moyens, comme on disait, peu importe. Et ensuite, on y arrive tôt ou tard. Quoi. C'est le message qu'on passe. Exactement. Et merci beaucoup Pierre pour cette conversation. Avec et pour plaisir, nous avoir fait vraiment rentrer dans les coulisses de ton job. C'était passionnant. Merci. Et je te dis à très bientôt. À très bientôt. Un grand merci pour votre écoute. J'espère que cette exploration vous a plu. Si vous avez écouté cette conversation jusqu'ici, je pense que oui. Alors le meilleur moyen de me le dire et de m'aider à faire connaître le podcast, c'est de me laisser un petit mot doux en commentaire avec une note de 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur iTunes. Ça vous prend 1 minute et vraiment, ça m'aide énormément. De mon côté, sachez que j'ai pris beaucoup de plaisir à vous faire découvrir cet univers et ce job passionnant. Si vous avez quelque chose à me suggérer, un commentaire ou quoi que ce soit d'autre, vous me contactez par mail à mapassionmonjob@gmail.com. Et pour ne rien louper de mes aventures d'exploratrice et retrouver toutes les coulisses du podcast, ça se passe sur le compte Instagram et Facebook de Ma Passion Mon Job. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle exploration.